Alors pour commencer, j'accueille Benoît Binachon. Donc vous êtes cofondateur du cabinet Human Partners. Vous vous occupez de faire du recrutement donc. Et il me semblait important de voir dans une matinée consacrée aux intelligences artificielles comment finalement les ressources humaines, si on doit élargir le sujet, sont impactées. Parce que justement, il y a quand même une dichotomie qui est assez intéressante. Mais avant de parler tout de suite des intelligences artificielles, j'aurais aimé qu'on revienne de façon plus générale sur le numérique, depuis une vingtaine d'années en fait. Comment ce métier de recruteur a été changé et à quel niveau? Est-ce que c'était en bien ou en mal d'ailleurs? Sûrement en bien. Le progrès, c'est le progrès. Alors, peut-être, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, avant de faire de la chasse de tête, puisque c'est le métier du Human Partners. On fait de la chasse de tête dans le domaine de la data. Et avant de faire ça, je faisais de la data tout court. Donc, j'étais fondateur d'une start-up entre 2004 et 2011, qu'on a vendue à Bearing Point, qui s'appelle Hypercube maintenant, et qui faisait déjà de l'IA. Alors on ne disait pas trop IA à l'époque, on disait plutôt... je ne sais plus ce qu'on disait d'ailleurs, tiens. On disait mathématiques ou sciences, ça s'appelait business efficience, voilà, c'était plutôt ça. Et avant ça, j'ai fait du recrutement. Donc effectivement, j'ai pu voir une évolution entre 97 et aujourd'hui des méthodes. Le numérique, alors les gens qui se sont au fur et à mesure, ce qui est mon cas, adaptés, ne voient pas le changement au quotidien, au sens où il faut se pencher sur le passé pour s'en rendre compte finalement. Comme dans tous les métiers, les gens se sont dit Internet va tuer notre métier, LinkedIn va tuer notre métier. Bon, en fait, rien ne change. Comme on dit souvent, tout change et rien ne change. Il faut simplement s'adapter à ces méthodes-là. Alors, ce qu'on peut peut-être souligner, c'est le changement que cela apporte pour les candidats. C'est peut-être de ce point de vue-là qu'on peut regarder aussi les choses. Enfin, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est un peu... on peut regarder les deux points. Du point de vue des candidats, les choses changent un petit peu quand même. C'est que cette espèce de traçabilité numérique implique, comme dans d'autres sujets d'ailleurs, mais une transparence ou une capacité à communiquer, à soigner son image qui doit être beaucoup plus soignée que précédemment. Alors, j'ai pas connu le monde sans ordinateur et je suis pas assez vieux pour ça quand même, mais c'est sûr. Mais c'est sûr que je pense qu'à une époque, à 10 ans d'écart, on pouvait présenter des CV assez différents. Aujourd'hui, ça devient assez compliqué parce qu'il y a cette traçabilité. Avant même qu'il y ait d'ailleurs LinkedIn, il y avait cette traçabilité qui date quand même de fin des années 90, parce que la reconnaissance de CV, l'automatisation du rangement du CV dans une base de données par lecture automatique d'un PDF ou autre, ça existe depuis des années. J'ai connu ça dans les années 98-99. Et donc, on pouvait matcher assez rapidement le vieux CV et le nouveau. Donc déjà, à ce moment-là, ça a changé beaucoup les choses. Aujourd'hui, LinkedIn change encore plus, évidemment, enfin LinkedIn, parce que c'est l'outil numéro 1 de présentation de son CV, finalement, sur Internet, qui peut être analysé de façon assez puissante aujourd'hui. Et c'est vrai que pour le candidat, c'est une manière de communiquer qui est beaucoup plus normée, et il ne connaît pas encore vraiment l'envers du décor, parce qu'il n'est pas encore très développé d'ailleurs, mais cette analyse, il y a beaucoup de startups qui poussent là-dedans, on en parlera peut-être, cette analyse de son CV par LinkedIn est complètement différente et peut s'automatiser de façon très importante avec l'intelligence artificielle précisément. Et voilà, justement, parce qu'on le sait, l'intelligence artificielle est déjà dans le recrutement. C'est quand même quelque chose qui existe déjà. On peut avoir des craintes. Concernant cela, justement, j'ai vu une interview il n'y a pas longtemps de Jean-Claude Legrand, qui est donc le directeur du développement international des ressources humaines chez L'Oréal. C'est maintenant même le DRH de L'Oréal, groupe. D'accord. Il a pris du galon. Et lui, il parlait de la façon dont les intelligences artificielles étaient en test dans le recrutement chez L'Oréal, notamment en Chine. Et il montrait un exemple que je trouvais finalement était un contre-exemple dans l'imaginaire qu'on peut avoir quand on ne travaille pas là-dedans. Et il disait, en fait, nous, on a une avocate qui n'y connaissait rien, qui a été recrutée sur du e-commerce et qui explose tous les scores. Parce que c'est vrai que quand on imagine la façon dont les IA peuvent accompagner les recruteurs, on a peur d'une chose, on a peur que finalement on soit de plus en plus catégorisé. Et du coup, non, pas forcément. Alors, ça peut être ça ou exactement le contraire, mais je pense que ce sera plutôt exactement le contraire parce qu'on fera un bon usage de l'IA, comme on le fait dans d'autres domaines, dans les ressources humaines. Il faut quand même savoir que l'humain, dans son approche des ressources humaines, est fabricant de clones, de stéréotypes,
et recruter un homme blanc de moins de 35 ans qui a fait Polytechnique, c'est garantir une réussite. Bon. Et en fait, à force de le dire, ça finit par arriver, effectivement, et ça finit aussi par faire que des entreprises ne réussissent pas si bien que ça, quoi. Donc, je pense que l'homme n'est pas très performant dans sa façon de recruter de façon générale. Donc, on peut espérer de la machine, si elle est bien programmée, c'est toujours pareil, qu'elle soit efficace. Alors, pourquoi elle peut être plus efficace ? Dans un processus de recrutement, même s'il est assez intelligemment conduit, ce qui est assez rare en France parce qu'on n'est pas très bon là-dessus, mais il y a des méthodes américaines qui existent depuis longtemps qui sont quand même un peu plus sophistiquées, qui amènent un peu à ce genre de conclusion. Quand on conduit un processus de recrutement, l'intuition impacte fortement les choix, et l'intuition, c'est un mélange de culture, de personnes, enfin de choix personnels. Bon. Et finalement, on reproduit des clones. L'IA va permettre, et c'est sans doute l'illustration de l'exemple là, l'IA permet de détecter des configurations en fait, avec une granulométrie qui peut être très fine. C'est d'ailleurs une approche qu'on utilise nous, de façon assez manuelle, hein, pour être humble. Des configurations qui peuvent être très fines, des patterns finalement de réussite. Et quelqu'un, si on s'intéresse au bon driver de la réussite, quelqu'un qui effectivement n'est pas dans les canons qu'on imagine, parce qu'on les a fabriqués culturellement, peut parfaitement réussir. Et ça, on ne peut pas le détecter à l'œil nu. Aujourd'hui, l'humain ne le détecte pas. En revanche, la machine peut le détecter. Si vous prenez un historique, alors elle peut le détecter à partir de choses qui sont déjà arrivées, parce que c'est toujours aussi la limite de l'IA, c'est qu'elle a besoin de se nourrir de choses qui sont déjà arrivées. Mais des choses qui sont déjà arrivées, mais de rares fois, et qu'à l'œil humain, on n'arrive pas à comprendre, en fait. Hein, pourquoi lui, qui n'est pas diplômé, qui a tout un tas de caractéristiques qui sont complètement contraires à nos intuitions quant aux facteurs de réussite, pourquoi lui réussit particulièrement bien, ça ne se détecte pas à l'œil, mais s'il a quelques semblables qui ont réussi pour des mêmes causes communes, qui sont des causes assez cachées, la machine va le détecter et va donc aller chercher ces pépites invisibles et va essayer de les faire pousser, les dupliquer. Donc identifier des forts potentiels en oubliant le côté polytechnique, jeune, mâle, blanc, pour faire une caricature quand même, au contraire, allant chercher des caractéristiques secondaires, cachées, mais qui sont effectivement prédictives de la réussite, c'est un progrès énorme que les ressources humaines peuvent faire pour le recrutement, mais aussi pour l'évolution de carrière, pour des choix de parcours, pour des choix de plans de succession, etc. Donc en fait, ce serait un des exemples où l'intelligence artificielle permettrait de contrer des biais qui sont humains. Exactement. Donc c'est vraiment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Il reste toujours un bout de biais, parce que le biais, ça va être réussir. Il faut quand même avoir une sorte d'output. Qu'est-ce que c'est que réussir ? Si on veut détecter, par exemple, des forts potentiels qui ont 26 ans, qui viennent de commencer à travailler, il faut quand même définir ce que c'est qu'un potentiel révélé. Donc le biais, c'est réussir. Réussir, c'est quoi ? C'est rentrer au COMEX dans moins de 10 ans. Il y a un biais, c'est vrai. Alors que c'est peut-être un critère de bonheur qu'il faudrait prendre, ou un critère d'épanouissement. On peut le prendre aussi, d'ailleurs. Hein. Donc il y a toujours un biais, mais on en élimine énormément en prenant en compte le maximum d'informations, de paramètres possibles, finalement, pour arriver à détecter ces fameuses patterns qui peuvent être prédictifs d'une réussite qui n'est pas visible à l'œil nu, enfin ces patterns n'étant pas visibles à l'œil nu. Est-ce que du coup, il y aurait un risque que les recruteurs ou les ressources humaines s'appuient beaucoup trop sur les intelligences artificielles et qu'on ait des problèmes d'éthique peut-être, en fait, parce qu'au bout d'un moment, il y a humain dans les ressources humaines, et comment est-ce qu'on permettrait d'interagir, et comment est-ce que finalement, est-ce que le recruteur ferait pas trop confiance à la machine, n'aurait pas peur de se tenir un peu à ses instincts ou à ses sentiments ? Alors, il y a évidemment la partie sombre maintenant qu'on va aborder. On aurait peut-être dû faire le contraire pour finir sur du positif. Mais il y a deux choses. D'abord, comme dans tout système nourri par l'IA, il ne faut pas oublier que l'IA n'est pas très créative et donc qu'elle va chercher dans un espace mathématique fermé des choses qui se sont déjà produites. Quand elles se sont produites rarement et pour des raisons complexes, l'IA est forte pour les détecter, alors que l'humain est plutôt très faible. Mais l'humain est très fort pour inventer des nouvelles situations, pour agrandir cet espace d'apprentissage des algorithmes. Et pour agrandir cet espace, il faut introduire soit de l'aléatoire. Bon, donc on met n'importe qui à la tête d'une société, puis on voit si ça marche ou ça ne marche pas. Bon, c'est une caricature, mais introduire l'aléatoire ou faire confiance un peu à l'intuition et à la créativité humaine qui va effectivement... Alors, je ne sais pas si c'est de l'intuition ou si c'est de l'intelligence supérieure de certains RH ou de certains managers qui ont cette capacité à corréler beaucoup d'informations et à trouver ces patterns un peu invisibles, mais en tout cas introduire de la variabilité pour pouvoir générer des nouvelles configurations. Mais c'est vrai aussi dans la production d'acier, c'est vrai aussi dans le médical.
il faut introduire la variabilité pour que les algorithmes puissent trouver des nouvelles choses. Donc il ne faut pas se passer de ça. Donc de l'humain, finalement, qui va, lui, introduire une variabilité un peu plus contrôlée quand même, pour pas faire n'importe quoi. Deuxième point absolument fondamental, c'est que l'IA peut tout, mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais si on lui donne à manger n'importe quoi, c'est une catastrophe. Ou si on part de postulats idiots, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, alors moi j'ai vécu la fin dans le recrutement, enfin la fin j'en sais rien, mais j'en vois plus quand même, de l'analyse graphologique. Alors moi je suis impressionné parce que c'est vrai que quand on lit une analyse graphologique, on se dit tiens quand même ça révèle des trucs quoi. C'est vrai, je ne l'ai jamais fait en tant que recruteur, hein, mais bon à titre personnel comme ça. Bon. Par contre, donc il y a sûrement quelque chose de pas idiot là-dedans. Par contre, il n'y a aucun lien entre ce que dit l'analyse graphologique et la réussite dans un poste. Il n'y a pas de prédictibilité des paramètres qui sont analysés dans l'analyse graphologique, de prédictibilité de la réussite dans le poste. Donc finalement, on s'intéressait là à quelque chose qui peut-être a des fondamentaux intéressants, mais qui ne sont pas révélatrices de la réussite. Donc en fait, on analyse quelque chose qui est inutile. Aujourd'hui, on voit réémerger ce même biais à travers beaucoup de startups qui font des choses sur le sujet. Et je vais vous donner 2-3 exemples. Il y en a un, c'est je filme les gens de mon entreprise qui réussissent bien, j'en déduis un certain nombre de paramètres communs, facteur de réussite finalement, alors qui peut très bien être la couleur des yeux ou la couleur des cheveux. Hein. Et ensuite, je filme des candidats et je recrute des gens qui ressemblent, pas physiquement, hein, mais dans leur façon de s'exprimer, dans leur personnalité, à ceux qui réussissent chez moi. Alors l'algo, il marche, hein, c'est sûr, parce que ça marche très bien, on peut faire plein de choses avec les algorithmes. Mais est-ce que recruter des gens qui ressemblent à ceux qui sont en réussite chez moi est un bon critère pour faire réussir mon entreprise? Il faudrait le démontrer. Donc finalement, on revient au problème des clones, si je prends que des gens qui viennent de Polytechnique. Alors, on revient au problème des clones, on revient au problème de je prends des critères qui n'ont absolument rien à voir avec le succès de mon entreprise, mais avec un réflexe qui est le même que celui des RH d'autrefois et des graphologues, qui est je fais confiance à la machine et je me lave les mains finalement, comme Ponce Pilate, de la suite. Et ça, c'est un biais assez dramatique parce que jamais, ni ces startups d'ailleurs, ni leur contrepartie dans l'entreprise ne se pose la question de savoir si ce que l'algorithme analyse, ce sont les bons critères. Enfin, jamais. Si, il y en a qui le font certainement, mais j'en fréquente quand même pas mal et je ne vois pas toujours le lien entre ce qui est analysé et la prédictibilité de la réussite. Et aujourd'hui, justement, pour finir sur les startups, il y a une startup qui fait des choses concernant les recrutements ou les RH que vous avez particulièrement aimé ou qui a des... Alors, j'en ai découvert une hier, c'est un heureux hasard, qui est toute petite et qui est visiblement qui bat un peu de l'aile pour des questions de management, mais donc je ne la citerai pas, mais qui a une démarche à laquelle je pense depuis assez longtemps, mais par flemme, je ne l'ai pas mise en œuvre, mais ils l'ont fait, c'est très bien. Qui est vraiment d'essayer de... Alors, enfin, j'ai justement essayé de les interroger pour mieux comprendre et éventuellement les aider un peu d'ailleurs, mais qui est, à partir de données du CV ou du CV LinkedIn d'ailleurs, effectivement, essayer de mesurer des paramètres qui semblent être, de ce que j'ai pu percevoir, les bons paramètres. En fait, le sujet est juste là, c'est on peut tout faire avec les algorithmes, presque, à condition de s'intéresser aux bons paramètres. Et oui, je crois que celle-ci est partie sur une bonne piste. Alors ça, il faut demander aux chercheurs. Mais des études que j'ai pu conduire comme fondement de mon cabinet, en l'occurrence, les bons paramètres, il y a évidemment une dimension technique qui contribue assez peu à la réussite au final, mais qui dans la vraie vie contribue quand même pas mal à l'onboarding finalement et à la rapidité de la réussite, parce qu'on a une contrainte économique qui fait que prendre un directeur financier pour faire un directeur d'usine, c'est possible, s'il a les bons autres paramètres, mais ça va être plus long. Donc il y a cette partie-là. Et puis, ce que les chercheurs américains ont démontré depuis assez longtemps, et c'est pour ça que je dis qu'ils ont un temps d'avance sur nous en Europe en tout cas, et surtout en France, c'est les compétences de leadership. Alors le terme est traduisible de façon... C'est ce qu'on peut appeler aussi des soft skills ou les compétences comportementales. Mais il n'y a pas de traduction très très efficace. Il y a des référentiels de ces compétences-là qui sont plus ou moins nombreux. Les plus grands font à peu près 70 compétences. Et c'est la créativité, donc ça n'a pas forcément cette notion de leadership. Enfin, je prends des exemples, hein. Je ne vais pas citer les 70. C'est la capacité à interagir avec des dirigeants, c'est la capacité à décider. Bon, c'est un certain nombre de compétences de cette nature-là qui sont relativement soft, mais qui sont beaucoup plus prédictives de la réussite, évidemment, que la pure technique. Parce que vous prenez quelqu'un qui connaît parfaitement tel sujet, s'il ne sait pas interagir, s'il ne sait pas convaincre, il ne réussira pas, on le sait très bien. Donc on revient en fait finalement à les bons éléments, c'est une balance entre le savoir et le savoir-être.
Bah oui, on revient à ça, sauf qu'il faut essayer de le formuler très très précisément pour arriver à faire travailler des algorithmes là-dessus. Et c'est ça qui manque aujourd'hui en fait. C'est revenir à ces fondamentaux que les Américains et les Canadiens en particulier ont mis en valeur depuis pas loin de 50 ans maintenant, donc c'est quand même assez bien fait. Et arriver à les mesurer, à les distinguer, à les mesurer et à les prédire finalement à travers des éléments qui sont captables sur un CV ou à travers un entretien ou sur un profil LinkedIn. Ce qui m'inquiète un peu, ce qui m'inquiète, parce que j'aimerais bien moi mettre beaucoup plus d'IA dans mon processus de travail, c'est que Microsoft, qui a beaucoup d'argent et qui a quand même LinkedIn, pour l'instant ne propose pas de solution d'IA pertinente, voire pas du tout, pour aider à ça. Donc peut-être qu'il n'y a pas de signal dans les données des profils LinkedIn. Et là, il n'y aura pas d'IA. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, Oui, bonjour. Muriel Rosset. Dans mes activités, je fais aussi des bilans de compétences et il y a des choses qui m'ont intéressée dans ce que vous avez dit sur la part humaine et des intelligences artificielles, notamment quand vous avez parlé de la graphologie. Parce que l'autre jour, j'ai rencontré une graphologue qui m'a dit, voilà le travail que j'ai eu à faire. J'ai une avocate qui m'a dit, j'ai trois personnes avec qui je peux m'associer. Je veux savoir avec qui je peux m'associer. Elle a fait l'analyse graphologique des 4 personnes. Et la question, ce n'était pas de savoir si la personne peut réussir, mais si les personnes peuvent travailler ensemble. Quand on regarde aussi, il y a Will Schutz qui a écrit L'élément humain. Donc, il a beaucoup travaillé sur la motivation humaine en disant que voilà, nos 3 peurs, c'était d'être abandonné, enfin pas inclus, de ne pas être compétent et de ne pas être apprécié. Et toutes ces recherches qu'il a fait pendant des dizaines d'années, il a réussi à voir comment on peut bien travailler. Il disait, c'est bizarre parce que dans les équipes, il y a toujours 20-25% d'échecs. Pourquoi, après tout ce que j'ai fait, il y a un échec? Il a dit, l'échec, c'est qu'il ne suffit pas que les gens soient compétents, mais qu'un tel aille bien avec un tel. Alors ça, je ne sais pas, c'est peut-être un peu la part et de l'humain et de l'intelligence artificielle, parce qu'on peut être super bon, super créatif, leader, etc. Mais je ne sais pas, peut-être je peux travailler avec vous bien, peut-être moins bien avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle part de l'humain et de l'intelligence artificielle? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. La question était plutôt sur le recrutement, le changement de poste. Enfin, c'est comme ça que je l'ai comprise. Et là, vous parlez d'un autre élément qui est tout aussi important. Et quand je disais que la graphologie, j'ai vraiment fait aucune étude là-dessus, n'était pas prédictive de la réussite, je parlais bien dans un processus où on traverse une paroi, on est à l'extérieur de l'entreprise, on va à l'intérieur, où on change de poste dans l'entreprise. Mais et la graphologie, me semble-t-il, n'est pas complètement décorrélée des caractéristiques de personnalité. Et elle était utilisée plutôt pour ça. Et aujourd'hui encore d'ailleurs, beaucoup de startups utilisent des analyses de données pour décrire la personnalité des personnes, pour prédire la réussite. Alors, ce que je réfute, c'est que typiquement, la personnalité n'est pas un critère de réussite de long terme. En revanche, et ça, c'est pareil, les Américains ont inventé vous allez me rappeler le nom du... Oui, il y a un autre test en 4 lettres, là, où... Voilà, le MBTI, pour justement, non pas prédire la réussite de quelqu'un dans l'absolu, ou en tout cas dans l'entreprise, mais prédire la réussite d'une équipe, en fait, la bonne association entre les gens dans une équipe. Et je crois que c'est l'armée américaine, d'ailleurs, qui a mis ça au point. Et c'est très différent. C'est un autre sujet, en fait. C'est un tout autre sujet. Quand je suis recruté chez Total ou chez L'Oréal, c'est pas... On ne teste pas ma capacité à m'intégrer dans l'équipe dans laquelle je suis recruté pour l'année prochaine. Oui, mais en même temps, on est recruté chez L'Oréal pour y passer, pour changer d'équipe, pour changer de poste, pour évoluer. Donc en fait, on peut faire le test une fois qu'on est recruté. D'ailleurs, le MBTI, vous noterez, est interdit, entre guillemets, dans un processus de recrutement. La licence vous interdit, quand vous l'avez, de l'utiliser pour faire du recrutement. Elle est faite pour faire du coaching d'équipe, pour faire de l'analyse de bon fonctionnement d'une équipe, donc pour que les gens se comprennent entre eux et fonctionnent bien ensemble. C'est postérieur au recrutement, en fait. Donc c'est 2 sujets vraiment différents, c'est important de noter. Alors après, l'IA dans ce sujet-là, qui est un autre sujet, je me suis moins penché sur la question, mais il est évident que de la même façon, si on s'intéresse aux bons critères, on saura faire à l'IA, enfin il est évident, non il n'est pas évident, mais enfin il faut essayer, on saura faire à l'IA des choses que l'humain fait aujourd'hui avec peut-être plus de précision. Mais vraiment j'insiste bien sur le fait que je ne critique pas l'analyse de la personnalité ou la graphologie, je ne me suis pas penché sur la question, je critique simplement le fait qu'il faut se poser les bonnes questions pour répondre pour avoir la bonne réponse.
Et ces sujets qui sont les vôtres aujourd'hui sont beaucoup moins des sujets de recrutement que des sujets de bon fonctionnement d'une équipe. Et c'est très différent. Et l'IA s'y appliquera certainement aussi. Merci. Il y avait une deuxième question, rapidement. Merci. Merci. François Flur, je travaille à la prospective de France Télé. Et du coup, donc on parle beaucoup d'utilisation d'IA pour créer un processus de recrutement, détecter des patterns. Est-ce qu'à terme, il n'y a pas un risque du coup que des patterns s'imposent dans certains secteurs et qu'en fait, cette logique contamine même l'orientation en amont et qu'on arrive du coup à analyser les gens en leur disant bon, bah, du coup, tu risques de ne pas correspondre au pattern de recrutement dans tel secteur, ton orientation, ton éducation, ton parcours d'études, tu devrais le faire comme ça. C'est à fait ce que j'évoquais tout à l'heure sur les limites de la chose. Alors, les limites de l'humain, elles sont dans le fait d'avoir la capacité à créer 3 patterns, parce qu'au-delà, on est perdu. La limite de la machine, elle n'est pas dans le nombre de patterns, où je vais reprendre. L'humain va en trouver peu, mais être capable d'agrandir son espace d'apprentissage de façon infinie, par la créativité, par l'aléatoire qu'il introduit. La machine va en trouver beaucoup dans un espace contraint, et si on n'agrandit pas son espace, va générer des nouvelles patterns, certes plus nombreuses, mais qui seront effectivement à nouveau des stéréotypes et des clones. Il y en aura peut-être 1000 au lieu qu'il y en ait 3. Donc il faut absolument mélanger les deux et avoir la capacité à agrandir cet espace-là. Moi, je l'ai vécu très concrètement, non pas du tout dans les RH, mais dans l'industrie, où je faisais du conseil en IA dans l'industrie, entre autres, et où un jour, un patron de production chez Arcelor me dit bah, « Vous êtes gentil avec votre système, là, je vais faire 0 défaut, c'est super, mais je vais avoir des variabilités de mes paramètres qui vont être hyper encadrées, je n'apprendrai plus rien sur comment se comporte ma matière dans mon laminoir. » Bon, bah, j'ai pris la leçon, c'était il y a au moins 10 ans, et effectivement, il a raison, il faut continuer à faire des erreurs, en fait. Il faut continuer à aller chercher, alors un peu moins, parce que ça coûte cher quand même, mais il faut continuer à aller chercher un peu en dehors de l'espace parfait pour pouvoir inventer des nouvelles choses, faire émerger des nouvelles choses, et puis le monde change, et quand le monde change, d'autres patterns arrivent, et il faut pouvoir les détecter. Donc il faut toujours injecter de la variabilité dans tous les processus, qu'ils soient humains, RH, acier, plastique, informatique, tout ce qu'on veut. Il faut introduire de la variabilité, de la créativité pour pouvoir identifier des nouvelles pépites. C'est indispensable. Merci beaucoup.